Bonjour, bienvenue à cette dernière conférence de l'après-midi. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste spécialisé dans l'immobilier pour le groupe PAP. Je travaille donc pour PAP, Imo9, Construire sa maison. Et pour cette dernière conférence, on va un peu changer d'univers. On a parlé d'achat sur plan, de construction de maisons individuelles, de financement en France. Mais il n'y a pas qu'en France qu'il y a des opportunités, il y en a aussi à l'étranger. Des opportunités qui peuvent être très intéressantes. Donc l'idée, c'est de les décrire. Je poserai des questions à nos intervenants. Et puis dans une deuxième partie, vous pourrez poser les vôtres. Alors pour en parler, donc, Madame Binta Diallo, qui est fondatrice d'une société qui s'appelle LSI. Et donc vous intervenez plutôt sur le Sénégal, je crois, c'est ça ? Oui, bonjour, moi c'est Binta Diallo. J'interviens, c'est vrai, sur le Sénégal et aussi sur certains pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire avec mes partenaires qui sont ici et aussi la Guinée qui est mon pays d'origine. D'accord, merci. Donc, nous avons avec nous Monsieur Mayout, c'est ça ? Alors, donc Oui, c'est Mayotte. vous allez nous parler de Dubaï. Qu'est-ce que vous faites précisément à Dubaï ? Effectivement. Donc en fait, nous, on s'occupe vraiment de la commercialisation de tous les biens immobiliers à Dubaï. Et aujourd'hui, on est présent avec un promoteur local qui s'appelle Danou Promotion. Merci. Et donc, notre troisième intervenant, c'est Monsieur Charles De Veit, c'est ça ? Je n'écorche pas votre nom ? Tout à fait, c'est bon. Donc, vous intervenez plutôt sur l'île Maurice, je crois ? Alors effectivement, nous sommes spécialisés dans le conseil et l'accompagnement en investissement immobilier à l'international au sens large du terme, mais plus précisément à l'île Maurice, puisque c'est aujourd'hui là que nos clients ont le plus d'attrait. Pour une société qui s'appelle Playon, je crois. Tout à fait, Playon Probus. D'accord. Donc moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que, bon, en France, on a quand même beaucoup de possibilités d'investir. Pourquoi est-ce qu'on irait à l'étranger ? Il y a plus de rentabilité, les prix sont plus attractifs, il y a plus d'avantages fiscaux. Madame Diallo ? Oui, alors la première chose, je dirais plutôt, il y a moins de lourdeur administrative. Oui. Par exemple, en France, on entame une démarche, la procédure peut être très très longue. Là-bas, c'est beaucoup plus facile. On voit un bien, on l'achète tout de suite et puis on l'exploite. Il y a aussi la rentabilité qu'il faut dire, qui est beaucoup plus importante et intéressante qu'en France. Et à Dubaï, pareil ? Rentabilité, prix Effectivement. Donc nous, je dirais qu'à Dubaï, c'est le point le plus important, ça serait plutôt la fiscalité. Donc il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts à payer sur place. Donc tout ce qu'on gagne, voilà, pas d'impôts. Ah oui, quand même. Tout ce qu'on gagne, on aide vraiment de notre poche, réellement. Donc d'autant plus la facilité en fait d'acquérir un bien, c'est très facile. On a des facilités aussi de paiement. Et c'est sans intérêt en fait, c'est des plans de paiement étalés. Donc du coup, c'est un avantage aussi pour les investisseurs. D'autant plus que je dirais que voilà, pourquoi investir dans un patrimoine donc que sur un pays alors qu'on peut vraiment diversifier. Oui, puis il y a des conditions quand même, pardonnez-moi, mais je ne connais pas très bien le domaine, mais ça a des allures de martingale. C'est-à-dire que vous avez de la rentabilité, vous avez un crédit qui coûte pas cher, qui est facile. C'est assez surprenant du point de vue des Français. On dira que c'est plutôt la magie de Dubaï. Donc, Monsieur De Veil, pour vous aussi, sont ces questions d'avantages fiscaux, de rentabilité ? Alors sur l'île Maurice, oui, on a ce côté effectivement d'attrait fiscal. On a un traité de non-double imposition qui existe depuis de très nombreuses années entre la France et l'île Maurice, ce qui nous permet de bénéficier aux investisseurs français d'une fiscalité qui est quand même très douce, avec très peu ou pas d'impôts sur le foncier, sur la plus-value. Un autre avantage intéressant pour une clientèle française, le patrimoine immobilier détenu sur l'île Maurice ne rentre pas dans le portefeuille du patrimoine immobilier français. Donc on peut sortir des schémas d'IFI en investissant sur Maurice. On échappe à l'impôt sur la fortune immobilière. Tout à fait, exactement. Voilà. Et après, la dynamique de marché sur Maurice, qui est une île, donc qui n'est pas extensible, permet d'avoir un patrimoine foncier qui reste constant dans son évolution de croissance. Madame Diallo, si moi j'investis, par exemple au Sénégal, quel type d'avantages fiscaux je peux avoir ? Ça concerne les droits de mutation, l'imposition sur les loyers
Alors, l'avantage d'investir dans le locatif, c'est que déjà, une fois qu'on a investi dans un bien selon l'endroit que vous avez ciblé, le taux de rentabilité peut être autour de 10, 15, jusqu'à aller jusqu'à 20%. 20% de rentabilité, c'est incroyable. Oui, selon vraiment le type d'exploitation que vous avez choisi. Si vous faites par exemple une location meublée à la nuitée style Airbnb, ça peut être beaucoup plus intéressant dans ce cas-là. Oui, c'est très spectaculaire parce qu'ici, sur des rendements locatifs classiques en France, en net, on est allé entre 3, 4%, 5% dans le meilleur des cas. On peut monter plus haut, mais après, ça devient risqué. En fait, chez vous, c'est 2 à 3 fois plus rentable. Tout à fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont issues de la diaspora, voire même les ressortissants français, choisissent le Sénégal ou certains pays d'Afrique pour investir, pour pouvoir bénéficier de cette rentabilité-là. Merci. Donc, Monsieur Mayout, vous, plus précisément, quel type d'avantage fiscal on peut obtenir quand on investit à Dubaï? Alors c'est très très simple. Dubaï, c'est un pays qui est libre d'impôts. Donc là... oui, c'est déjà un avantage fiscal de ne pas avoir d'impôts. Exactement. Donc en réalité, on n'a rien à payer. Tout ce qu'on gagne, c'est du net pour nous. D'accord. Donc c'est réellement ça. Après, si on parle de retour sur investissement, là, tout dépend. Donc on commence à 7% et on peut atteindre beaucoup plus. Donc vraiment, tout dépend le type d'investissement, donc les étalements de paiement, donc les échelonnements qu'on peut avoir aussi de chez les promoteurs directement. Donc en réalité, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt, oui, donc c'est un vrai avantage fiscal. Voilà, donc c'est réellement ça, d'autant plus qu'on peut bénéficier sur place d'une résidence, d'une résidence, on va dire, investisseur, qui va nous permettre d'avoir des comptes bancaires, utiliser tout ce qu'on a utilisé sur place, et voilà. Donc réellement, c'est ça le plus gros avantage. Après, ça, on part du premier. Donc si on part sur le deuxième avantage, c'est vraiment le retour sur investissement. Oui, c'est-à-dire que si on peut s'attendre, par exemple, à une plus-value quand on revend... Plus-value, oui, moi je dirais qu'on commencerait sur une plus-value d'à partir de 30%. Donc si on est bien sûr sur des projets qui sont en cours de construction, et on peut toucher beaucoup plus parce qu'en fait on a des facilités de paiement, des échelonnements de paiement sans intérêt. Donc moi je dirais que vous allez prendre un bien, vous allez payer 60%, récupérer les clés. Et on le met en location. Déjà, comme ça, on peut augmenter en fait le retour sur investissement. Parce que réellement, si un bien, je dirais, coûte 250 000 euros, ce qu'on va mettre réellement de notre poche, c'est 150 000 euros échelonnés. Donc, le calcul sur le retour sur investissement, on va le faire sur la base des 150 000 euros, mais pas sur le bien, sur la valeur réelle du bien qui est de 250 000 euros. Donc, même si on parle de plus-value, donc la plus-value, en fait, elle va s'appliquer sur le prix original du bien, qui est par exemple 250 000 euros. Donc, si on prend par exemple 30% de plus-value, donc, alors que nous, au moment de l'achat, on a réellement mis 150 000 euros. Donc là, on peut doubler carrément notre plus-value. Donc, on peut faire du 40% grâce à cet échelonnement, en fait, à cet étalement en fait, des paiements. Donc, réellement, en fait, c'est des astuces. Voilà. Et donc, chez vous, précisément, comment fonctionnent les avantages fiscaux ? Alors sur Maurice, on va avoir une fiscalité sur les revenus fonciers qui va être plafonnée à 15%. Voilà, qui est bien évidemment un impôt payé directement sur le territoire mauricien. Pardonnez-moi, c'est-à-dire 15%, c'est-à-dire que nous, on est au barème. Hein, nous, on est au barème sur l'imposition sur les revenus. Alors que vous, c'est 15%. C'est un plafond avant déduction. Voilà. Donc on va payer entre 8 et 15% d'imposition, en général entre 8 et 12 sur les revenus fonciers. Et après, il n'y a aucune autre imposition à Maurice liée à un investissement immobilier. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'imposition sur la plus-value immobilière. Le marché est en dynamique. On rejoint un peu mon collaborateur de Dubaï. Si on achète intelligemment sur plan à la remise des clés, on va être sur une plus-value qui va tourner autour de 20-25%. Et puis sur certains objets courants, et puis sur d'autres, on va se retrouver avec des plus-values à 40 ou 50%. Et puis dans le temps, le marché a une dynamique de croissance dont on va tabler sur 5 à 6% par an. Oui, parce qu'on rappellera qu'en France, les plus-values, c'est un système dégressif. Vous êtes exonéré au bout de 22 ans et les prélèvements sociaux, c'est 30 ans. Tout à fait.
Oui, donc c'est vraiment Voilà. pas pareil en fait, hein. Voilà. Après, on a la chance à Maurice aussi de dépendre voilà, on est sous le code napoléonien, donc on est sous le schéma de droit français. Donc c'est quand même un côté rassurant pour la clientèle française, puisque la partie notariale et autres voilà, est vraiment calquée sur la partie française. Alors, investir, c'est aussi financer. Comment est-ce qu'on finance? Est-ce que ma banque en France, elle peut financer cet investissement ou est-ce qu'il faut passer par un établissement basé, par exemple, au Sénégal? Alors ça, c'est une question qui est très importante parce que la particularité de certains pays d'Afrique, c'est la difficulté d'accéder au financement. Les banques locales ne financent pas vraiment. Ce qu'on fait maintenant au niveau de la France pour accompagner nos investisseurs, on s'adresse à des sociétés. Nous, par exemple, on a une société de courtage qui accompagne la diaspora afin de leur permettre d'avoir un prêt ici qu'on appelle prêt atypique, c'est-à-dire que ce prêt-là a été monté de telle façon que ce ne soit pas un prêt forcément immobilier, mais un prêt qui leur permet de pouvoir financer un bien directement là-bas. Il faut dire qu'au niveau du Sénégal, par exemple, les taux sont de 8 à 12%, donc c'est énorme. Ouais. Et l'accès au crédit est très, très, très difficile. Pour monter un dossier de crédit, il faut un délai d'attente de 45 jours à 2 mois. Et on a des promoteurs, d'ailleurs des développeurs de projets qui ne prennent même pas certains dossiers qui sont financés par la banque parce qu'à tous les coups, sur un dossier sur 10, seulement un dossier sur 10 est financé. C'est pour ça qu'il y a une autre aussi façon de financer les acquisitions, c'est la vente sur plan, mais avec un système de déblocage de fonds. Oui, un petit peu comme en France en fait. Voilà, mais à la différence de la France, ici les banques financent et le bien il est livré après. Là-bas, ça permet à un client qui n'a pas les fonds de pouvoir le payer soit sur ses propres fonds ou soit tout doucement jusqu'à la fin du projet. Voilà, si ça dure 18 mois ou 2 ans, il a le temps de débloquer au fur et à mesure. D'accord. Et donc vous vous positionnez en facilitateur de projet puisque vous travaillez avec un courtier qui va faciliter les choses. Oui, ça c'est la première partie et ça concerne uniquement les gens de la diaspora ou bien ceux qui sont ici en France qui souhaitent acheter là-bas. Maintenant, sur place, on a aussi la plupart du temps des personnes au niveau de l'Afrique qui ont ce pouvoir d'achat qui peuvent vraiment acheter au comptant. D'accord. Voilà. Et alors, à Dubaï, comment on finance? C'est très simple. Soit on consulte une banque locale, soit on finance par soi-même. Donc en fait, sur les projets en cours de construction, on va dire qu'on a déjà un étalement de paiement. Donc il part jusqu'à 6 ans, 7 ans. Déjà, si on va dire le client, l'acheteur peut financer par lui-même. Parce que en fait, si je pars un petit peu loin, si on parle de plan de paiement, on parle de 1% mensuel. D'accord. Donc voilà, on va déposer un apport et après c'est 1% mensuel. Donc le bien peut être livré après 3 ans. Donc, et on continue en fait sur le même plan de paiement de 1% mensuel jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, voire même 4 ans après la remise des clés. Donc ça, c'est je dirais, sur plan. Après, en fait, il y a d'autres possibilités, c'est d'être financé par une banque locale. Donc c'est un prêt qu'on va prendre directement de la part d'une banque locale. Donc aussi on offre en fait cette possibilité d'accompagnement à 360 degrés. Là on va proposer aussi des banques à nos clients. On va déposer en fait leur dossier et on va faire le suivi derrière. Donc pour avoir les prêts. Donc les prêts en fait les banques locales ne financent rarement des projets qui sont en cours de construction sur Dubaï. Donc, qui veut dire qu'on a soit un financement de chez la banque sur un projet qui est prêt, donc c'est un appartement ou bien une maison qui soit sur le marché secondaire ou directement de chez le promoteur qui soit prêt. Donc, le deuxième point qui est très très important, c'est que en tant que promoteur, on offre toujours des échelonnements. Donc, c'est un paiement étalé sur 6 ans, 7 ans. Qui veut dire qu'on va, par exemple, payer approximativement 60% durant la période de construction. Au moment de la livraison, l'appartement sera prêt. Donc les 40% qui restent, on pourra les prendre sur une banque, ils seront étalés sur encore 10 ans ou 15 ans. D'accord. Donc c'est un plan de financement vraiment intéressant par rapport à ça. Et donc,
À l'île Maurice, comment est-ce qu'on finance? On fait un crédit à Paris? Alors, à l'île Maurice, on peut financer dans les banques locales sur Maurice, qui sont des banques aussi internationales. Donc, voilà, avec dans des devises, dans 3 devises, donc en roupie mauricienne, avec une fluctuation qui est ce qu'elle est, ou en euro-dollar, au choix. Voilà, avec des conditions, on va dire, similaires aux conditions d'une banque française. Les banques françaises ne financent pas d'investissement à l'international, hein, au sens large du terme, elles n'ont pas le droit de prendre une hypothèque, elles ne peuvent pas prendre une hypothèque sur le bien situé à l'international. Maintenant, on a des solutions, on accompagne nos clients, on a des solutions différentes en fonction de chaque profil client. Un investisseur qui va avoir un bien immobilier ou des actifs financiers sur le territoire français peut prendre un nantissement sur sa résidence principale pour financer le prorata d'un investissement à l'étranger et à Maurice. Et c'est un peu notre spécificité aussi d'accompagner le client dans la globalité de son projet. Oui, c'est ce qu'on peut retenir de la prestation de services que vous proposez en matière de financement, c'est de toujours accompagner, parce que ce sont des montages. En France, moi, je peux aller voir ma banque pour financer. Là, on a quand même presque, je dirais, pas l'obligation légale, mais la nécessité de passer par un accompagnateur. Exactement. Et alors, donc, quand on fait de l'investissement locatif, il faut un loyer. Et pour avoir un loyer, il faut un locataire. Comment ça marche? C'est vous qui le trouvez, c'est vous qui l'installez, c'est vous qui percevez les loyers, qui le redonnez à l'investisseur perçoit directement. Comment ça se passe sur votre secteur d'activité, Madame Diallo? Alors, nous, à notre niveau, c'est souvent une fois que le client a acheté le bien, sachant qu'il ne réside pas sur place, il nous le confie du coup. Donc, on se charge parfois même de l'accompagner au niveau de l'aménagement, la décoration. On prend en charge la gérance du bien, tout ce qu'on a à faire. Lui, il a juste qu'à percevoir son loyer. Tout ce qui est conciergerie, on s'en charge. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est la personne peut faire elle-même son Airbnb et nous confier uniquement la conciergerie, c'est-à-dire la gestion des états des lieux et des entrées et sorties. Voilà, ça c'est une des parties. L'autre chose aussi qu'on fait, c'est la gestion intégrale parfois on a des clients qui achètent carrément des immeubles et qui nous confient l'intégralité de la gérance de l'immeuble. Et en cas d'impayé, ça se passe comment? À ça, ce sont nos équipes qui se servent du recouvrement. Ce n'est pas la partie la plus agréable, mais... Oui, mais c'est important. C'est quand même ce qui va financer le crédit et puis on s'attend à un rendement. Donc... On travaille avec des huissiers. Bon, bien sûr, on n'aimerait pas avoir à les solliciter, mais en cas d'impayé, on est obligé d'avoir recours à la main forte, c'est-à-dire l'expulsion. Mais voilà. Ça prend du temps. Est-ce qu'on sait qu'en France, ça peut prendre du temps Non, là-bas, c'est pas comme c'est pas cette procédure qu'on a en France. C'est aussi simple. On fait intervenir un huissier. C'est vrai que c'est réglementé, mais ça peut être rapide. Merci. Et alors, à Dubaï, comment on choisit le locataire, comment il paye et comment ça se passe quand il y a un impayé? Alors, je dirais, comment on choisit le locataire, c'est celui qui paye le plus. La loi de l'offre et de la demande. Et c'est un secteur tendu, il y a plus d'offres que de demandes ou le contraire? Actuellement, il y a beaucoup d'offres, oui. Donc avec, je sais pas, en fait, Dubaï, on a plus de 187 nationalités. Donc je dirais que oui, et il y a toujours des personnes qui viennent s'installer sur Dubaï, vu que ce que les Émirats proposent actuellement. Donc les possibilités de business, donc il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de fiscalité, le pays le plus sûr, on va dire, au monde. Donc réellement, oui, donc la demande, elle est là. Et en fait, les promoteurs sont là pour donner en fait de l'offre. Donc c'est ce qui aussi, en fait, c'est ce qui pousse les gens à investir sur place. Parce que je dirais que oui, nous on propose, comme je disais auparavant, un accompagnement à 360 degrés. Donc on reprend, si on est sur de la location annuelle, on reprend le bien du client, donc on va remettre en location. Donc et on l'accompagne bien sûr sur tout. Et surtout si c'est un client international, du coup il n'est pas basé là-bas, donc il y a besoin d'un représentant sur place. Et ça, c'est notre travail. Donc, si on est sur de la location Airbnb, désolé, donc on a en fait deux types de possibilités. Donc, c'est soit le client, il le prend en charge par lui-même, et ça, c'est en remote. Désolé, je reprends mon anglais là. Donc, maintenant, en fait, avec la nouvelle technologie, les clients peuvent gérer en fait leur appartement d'ici.
Ouais. Donc là, ce qu'on propose à nos clients principalement, c'est carrément de mettre des serrures intelligentes. Donc vraiment gérer l'appartement à travers notre application. Donc on met notre bien sur Airbnb ou d'autres sites. On va le mettre en location et c'est comme ça qu'on gère. Donc si on part de la conciergerie aussi, il y a plein d'entreprises qui sont basées aux Émirats. Donc juste par téléphone, donc on envoie la femme de ménage, on lui donne le code de la chambre, elle rentre, elle nettoie, elle sort, on change le code et vice-versa. Et là, on peut se faire un très très grand retour sur investissement si on a le temps de gérer tout ça, bien sûr. Sinon, la deuxième possibilité, c'est de donner en fait notre bien à une agence qui est spécialisée dans ça. Parce que on peut savoir que les prix en fait de la location montent et redescendent selon bien sûr le pic et le tourisme et tout ce qui se passe sur place. Et à ce moment-là, en fait, on a des frais à payer à l'agence et on s'occupe réellement de rien. On perçoit que notre loyer, notre net et voilà. Donc en réalité, c'est réellement ça. Et si le locataire ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très simple. Si on est sur de la location à longue durée, le paiement se fait à l'avance. Du coup, c'est un chèque qui est encaissable réellement à l'avance au moment du contrat. À l'avance, c'est-à-dire quand je veux devenir locataire, je paye un chèque pour vivre 1 an dans le logement. Effectivement. Donc, ça. on peut aussi avoir un paiement sur 2 tranches ou 3 tranches, ce qui est tout à fait normal. Donc, et ça, en fait, on aura des chèques, ce qu'on appelle des chèques post-payés. Donc, datés. Et réellement, donc il y a la somme sur le chèque qu'on va juste déposer au niveau de la banque et ça sera automatiquement repris du compte du locataire, bien sûr. Donc des fois, le compte peut être vide. Alors à ce moment-là, c'est la personne qui va payer des pénalités en plus. Et ça, c'est vraiment l'État est très 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 regardant sur ce point-là. Donc du coup, on a rarement d'impaiement sur les biens. Et quand ça arrive, parce que ça peut arriver quand même. Bien sûr que ça peut arriver, c'est régi sur le contrat. S'il dépasse 15 jours de la date du paiement, le locataire doit quitter les lieux Tout de suite. tout de suite. Voilà. Oui, effectivement, c'est plus simple. Et donc là aussi, dans notre voyage immobilier, chez vous, comment ça se passe sur le choix du locataire, la perception des loyers et les éventuels impayés? Alors sur l'île Maurice, on constate 2 marchés. On a le premier marché de la location long terme. Là, c'est assez simple. Ce sont des baux fixes d'1 an renouvelables. Les locataires sont quasiment exclusivement des expatriés, donc qui sont rentrer sur le territoire mauricien avec un contrôle, un certain schéma de visa ou de résidence, et donc ils ont dû montrer patte blanche au niveau du gouvernement avec des justificatifs de fonds, un KYC spécifique. Donc on n'a pas de marché d'impayés, ça n'existe pas. On est dans une destination qui est quand même assez haut de gamme, donc avec une clientèle un petit peu différente. Et puis après, on a le schéma de la location saisonnière. Et là, sur le stand, comme vous avez pu le constater, on a fait un partenariat avec un promoteur justement pour pouvoir montrer ce qui se faisait à Maurice. Et certains promoteurs de qualité ont en interne une gestion une gestion de locative hôtelière, digne d'un hôtel 5 étoiles, avec des prestations de restaurants gastronomiques, des beach clubs privés, etc. Et donc, ce qui permet d'augmenter le rendement et d'avoir des locataires en fait assez prestigieux dans les biens dans lesquels on investit. Merci. Alors, ma dernière question avant de passer le micro au public. En France, quand on fait de l'investissement locatif, un des principaux conseils qu'on en donne, c'est d'aller sur place pour s'assurer des qualités du site, du chantier si c'est en cours de construction. Là, c'est quand même plus loin. Donc, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut voir comment c'est? Ou est-ce qu'on peut vraiment gérer tout ça à distance dans des conditions de sécurité optimales? Alors, nous, dans notre cas, on a vraiment eu à travailler avec beaucoup de clients qui ont acheté à distance et qui sont venus après. Mais parce qu'on leur a d'abord bien présenté le projet, parce qu'ils étaient rassurés quelque part, il y avait cette sécurité. Et tout ce qu'on leur a montré, c'est ce qu'ils sont venus retrouver après. Ça fait que le bouche à oreille, la recommandation, s'est fait facilement. Ils ont pu envoyer d'autres personnes qui ont pu renouveler la même expérience. Ça s'est très bien passé. Maintenant, c'est selon le profil du client. Si on voit que le client est assez hésitant et ne connaît pas, on lui conseille toujours d'attendre d'abord, de visiter, de voir avant de valider quoi que ce soit.
Oui, parce que c'est quand même de l'immobilier, donc ça nécessite quand même un peu de... Voilà, faut s'en occuper, il faut aller de préférence aller voir sur place quand même. Tout à fait. C'est surtout selon le budget investi. C'est vrai que plus le budget est énorme, plus on conseille quand même à la personne de venir sur place. Mais il y a des personnes que ça ne dérange pas trop de le faire à distance à partir du moment où ils ont confiance. D'accord. Et donc chez vous, l'occasion de passer un week-end à Dubaï, Voilà. C'est vraiment le week-end à Dubaï. Donc chez nous, en fait, quand on est sur des achats qui sont sur plan, donc ça dépend en fait, c'est différents types de clients. Il y a des clients qui connaissent, on va dire, et une fois qu'on leur dit vraiment là, la localisation et tout, ils sont super contents, ils passent de l'avant. Donc il y a d'autres clients qui voudraient bien sûr venir visiter auparavant, et d'où on offre des billets gratuits afin de venir sur place, visiter, voir ce qu'il y a à voir. Donc comme ça, on est à l'aise. Il y a une certaine confiance qui s'installe et à ce moment-là, ils peuvent faire en fait leur déposer plutôt leur rapport personnel et être à l'aise vis-à-vis de leur investissement. Après, j'ai aussi des clients qui ont acheté du surplomb, qui ont été livrés et leurs biens sont en location et qui n'ont jamais mis encore les pieds sur Dubaï. et ça se passe sans problème. Très bien. Et là aussi, l'occasion d'aller passer une semaine à l'île Maurice. Alors c'est toujours plaisant de venir voir l'endroit dans lequel on va investir. Alors effectivement, c'est un petit peu la même chose que mon collaborateur. On a deux typologies de clients. On a vraiment des clients investisseurs au sens propre du terme, qui connaissent Maurice. Donc là, on n'a pas de souci à leur proposer des objets sans avoir une nécessité de se déplacer. Et puis, on a des clients qui souhaitent faire un placement, investir, mais de temps en temps venir passer quelques semaines. Donc en général, eux sont heureux de prendre l'avion et de venir faire un petit tour et voir surtout l'emplacement dans lequel ils vont investir. Après, au niveau de la solidité de l'investissement, c'est encore la même chose. Le gouvernement a encadré en fait ces développements de promotion avec des garanties et bancaires et qualitatives qui sont vraiment très poussé et ce qui nous permet en fait d'avoir une sécurité dans cet investissement sans vraiment se poser de questions en termes de qualitatif ou en termes d'aboutissement de projet. Merci.